Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Alors que toute la classe politique congolaise, on appelle un dialogue national inclusif pour tenter de juguler la crise multiforme dans laquelle est plongé le Congo-Brazzaville, le régime de Brazzaville a plutôt opté pour une concertation politique. Madimou est un échec cuisant. Et il faut le dire franchement. Maintenant, quand on vient à la concertation qui est organisée, il faut se référer au communiqué final pour se rendre compte qu'il y a eu toute une architecture qui a été montée. Quand vous lisez ce communiqué final, au début, vous avez quoi? Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça veut dire qu'aucun texte n'a été pris. Et le gouvernement a craint d'être en porte-à-faux avec le texte constitutionnel qui met en place le Conseil national du dialogue. Mais lorsque nous poursuivons l'analyse de ce texte, nous regardons que les travaux d'ouverture ont été placés sous la responsabilité du vice-premier ministre Firmin Ayessa, qui est en même temps membre du bureau politique et qui est en même temps la personnalité qui, lors du congrès du PCT de 2011 et du congrès de 2019, a été celui qui a toujours lu le message du président du Parti congolais du travail aux congressistes. Donc, vous voyez à quel niveau ça se trouve, d'autant que M. Firmin Ayessa a été vice-président lors de l'organisation de ce congrès. Quand nous descendons un peu plus bas, nous arrivons au présidium. Le présidium, vous avez alors quelque chose de fantastique. 2 membres du bureau politique, à savoir Pierre Mabiala et Colinet Makosso. Et vous avez 2 membres du comité central, à savoir Raymond Zéphirin Boudou et Charles Ngafoumou. Vous pensez que vous pouviez vous attendre à quoi? Allons à un niveau plus bas. Le secrétariat est assuré par le préfet, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boudou. Et quand vous allez aux commissions, l'une des commissions, la première commission, est présidée par le premier président de la Cour suprême, M. Henri Bouka, qui est en même temps président de la Commission nationale électorale, soi-disant indépendante, qui est contesté actuellement parce que les gens estiment que M. Bouka ne devait pas pouvoir accumuler ces 2 positions. Il y a un conflit d'intérêts selon les voix qui ont commencé à se lever. Et l'autre commission est présidée par qui? Antoine Evundu, le directeur général des affaires étrangères. Donc, le schéma de cette concertation a été bien ficelé pour que de haut en bas, ce soit une affaire du Parti congolais du travail. Et je suis donc on donne finalement raison à ceux qui ont pensé que c'était vraiment une concertation du Parti congolais du travail et de leurs amis. C'est une concertation du Parti congolais du travail. Et vous avez vu que dans le coup de gueule qu'on a attribué à Pascal Tchati Mabiala, lorsque les débats semblent achoper, qu'est-ce que Tchati Mabiala entend dire? C'est le secrétaire général du PCT qui lui dit écoutez, s'il n'y a pas de consensus, on va au vote. Et Tchati Mabiala est surpris parce que tel que ça a été composé, Tchati Mabiala lui-même a reconnu. L'opposition était représentée au tiers. Mais les 2 tiers, c'est qui? Mais c'est bien la majorité et le pouvoir. Donc, c'était ficelé de sorte que... Et en plus, ce qui me préoccupe, moi, monsieur le journaliste, c'est que tout est contrôlé par des partis congolais du travail qui non seulement a un président qui n'est pas en conformité avec la loi, parce qu'il est président du comité central et président de la République, mais en plus que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, parce que lui-même, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, a violé et la Constitution et la loi sur les partis. Et visiblement, Madimou, comme l'ont dit certains d'entre eux, n'aura été qu'un rendez-vous manqué. Et il est manqué, c'est très grave pour les Congolais. Non, mais vous dites un rendez-vous manqué alors que la présidente de votre plateforme politique de l'opposition, l'IDC FOCAD, en la personne de Claudine Mounari, a déclaré devant la presse que le Congo est en paix, la concertation était une action préventive et qu'il faut d'ailleurs féliciter le ministre Raymond Zéphirin Boudou. Bon, vous savez qu'on est en démocratie, je ne partage pas son avis. D'ailleurs, pour témoigner ce que je dis, prenez rien que le communiqué final. Vous savez, le communiqué final commence par les termes suivants: sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça veut dire quoi? Aucun texte n'a été signé ni par le gouvernement, ni par le Président de la République pour convoquer cette concertation. Et ils ne l'ont pas fait pourquoi?
Il suffit de réfléchir. Ils ne l'ont pas fait parce que ce n'est pas prévu dans les textes. Ce qui est prévu dans les textes, c'est la tenue, je dis des textes de façon constitutionnelle. C'est la tenue d'un dialogue, d'un conseil national de dialogue. Et je crois que vous avez déjà dit sur un de vos plateaux que Nderi Martin n'est plus visible. Et ce qui s'est fait, à mon avis, ne s'est pas fait conformément aux lois et règlements de la République. Revenons sur le contexte de l'organisation, sinon de la convocation de cette concertation. Je l'ai rappelé d'entrée de jeu que le Congo est en pleine crise multiforme et qu'à cette concertation, un seul point a été débattu, c'est la gouvernance électorale. Vous pensez que c'était une urgence, une priorité? Pour les Congolais, ce n'était pas l'urgence. Les voix s'élèvent au Congo depuis très longtemps pour réclamer, sinon exiger, la tenue d'un véritable dialogue national inclusif qui aborderait toutes les questions, notamment celles qui regardent et qui concernent la grave crise multidimensionnelle que le Congo connaît. Vous savez bien, monsieur Christian Perrin, qu'aujourd'hui le Congo traverse une grave crise. Il est même prévu qu'au cours de cette année, le taux de croissance soit pratiquement négatif. Parfois, il est même prévu négatif à 2 chiffres. Vous savez bien que les retraités ont pour la plupart au moins 25 à 28 mois de retard des salaires. Vous connaissez la situation des étudiants. Vous savez bien que le Congo a signé le 11 juillet 2019 un accord avec le Fonds monétaire qui est suspendu jusqu'à présent. Vous savez bien qu'au mois de mai de cette année, le Congo a introduit au niveau du Fonds monétaire international une demande d'aide d'urgence à cause de la COVID-19 de 300 millions et que jusque-là, il n'y a pas la réponse du Fonds monétaire, alors que vous savez que tous les pays tout autour de nous ont déjà eu à bénéficier de cette aide. Non, je crois qu'il y a un véritable problème et les Congolais souhaitaient justement la tenue d'un dialogue national inclusif dans lequel l'aspect de la gouvernance électorale serait pris en ligne de compte. Et on veut faire croire tant aux Congolais qu'à l'opinion internationale que le seul problème brûlant aujourd'hui, c'est la gouvernance électorale, ce qui est faux. Et ce qui, à mon avis, ne touche pas le quotidien des Congolais. Même si cette élection a lieu en mars 2021, les problèmes des Congolais dans leur ensemble ne seront pas résolus. Et ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est la résolution de leurs problèmes quotidiens. Et ça, les Congolais sont en pleine souffrance. Ils vivent difficilement cette situation. Et donc, quel intérêt vous accordez finalement à ces conclusions et est-ce qu'elles sont rassurantes pour l'élection qui arrive? J'ai l'avantage d'intervenir après la concertation. Nous avons intervenu avant. Vous avez parlé de la déclaration de la présidente de la fédération. La fédération a pris position. Les 3 composantes de la fédération de l'opposition congolaise, nous avons rejeté ça. Et nous nous sommes basés sur les concertations antérieures en disant qu'elles n'ont en rien fait évoluer la gouvernance électorale dans le pays. Prenez un exemple. Prenons l'exemple de 2016, 2015, 2016. On a eu un référendum, on a eu l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élection présidentielle a été contestée. Et quand bien même on parle de la gouvernance électorale à Madingu, mais je n'ai pas vu une appréciation des problèmes qui ont été posés pour que l'élection en 2016 soit contestée. Je vous prends un exemple simple. Il y a eu coupure de l'Internet à cette période. Pourquoi on n'en a pas parlé? Le ministre de l'Intérieur que l'on propose toujours pour proclamer les résultats a proclamé les résultats à 1h du matin, à l'insu de la connaissance des autres candidats. Les candidats n'ont pas pu obtenir immédiatement les résultats immédiats pour qu'ils puissent préparer les recours. Vous pensez que ces problèmes-là ne devraient pas être évoqués à Madingu? Et en plus, si on doit parler du libre accès de tous les candidats ou de tous les Congolais aux médias d'État, qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on doit parler de ce qui s'est passé à partir du 4 avril 2016, c'est-à-dire tous ces événements malheureux, dramatiques, qui se sont prolongés jusque dans le pool, ça veut dire quoi? À l'occasion de cette élection, on devrait poser le problème de la sécurité, on devrait poser le problème du ramassage des armes sur toute l'étendue du territoire national. Et vous avez, pour ceux qui ont suivi l'élection de 2016, ils ont suivi le calvaire que Jean-Marie Michel Moukoko a vécu quand il est arrivé de Bangui, comment il a été caillassé à l'aéroport, comment on a fait pour qu'il soit convoqué à la DGST le jour même du démarrage de la campagne.
Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment la garantie de la libre circulation des candidats et des citoyens, notamment la garantie pour les uns des autres du droit de manifester et du droit de se rassembler, à partir du moment où et le gouvernement ou les participants veulent occulter ces problèmes. Ils ne veulent pas résoudre les problèmes de paix. Quand on veut résoudre les problèmes de paix, et on a eu 5 ans pour ça, on devrait réfléchir sérieusement, faire intervenir toutes les intelligences congolaises, parce que la période des élections est toujours vécue par les Congolais comme une période de peur qui entraîne les conflits. Est-ce qu'on peut parler d'une compromission de ces représentants de la partie en fait de l'opposition congolaise, d'autant plus que pour rendre les conclusions publiques par un communiqué final, il faut bien qu'il y ait l'accord de tous les participants. Je crois que c'est comme ça que ça se passe dans les concertations. Du moment où on a lu un communiqué final et que l'opposition qui a pris part à cette concertation n'a pas contesté, officiellement, on suppose qu'ils étaient d'accord. Non, monsieur le journaliste, il faut quand même rétablir la vérité. Ce que l'opposition a obtenu, c'était que dans le communiqué final, les points de désaccord apparaissent. Et je sais que ça, ils l'ont obtenu. Donc, en fait, comme ils l'ont dit, le communiqué final, s'il reflète véritablement ce qui s'est passé dans les travaux, devrait faire ressortir qu'il n'y a eu qu'un seul point d'accord et sur les 3 points essentiels, il n'y a pas eu d'accord et c'est pour ça que lors de la conférence de presse que l'opposition a tenue ici, elle s'en est remise à l'arbitrage du président de la République, mais qui, nous le disons encore, est président du Parti congolais du travail dans une situation difficile et je ne sais pas dans quel sens cet arbitrage pourrait se faire pour rassurer les Congolais et surtout redonner confiance aux institutions parce que ça pose véritablement le problème de la confiance que les Congolais doivent avoir en leurs institutions. Telles que les choses sont parties, le PCT ne va pas reculer et ça on le sait. Les élections auront lieu, la conclusion, prendre en compte ou pas, le PCT va appliquer ce qu'il avait déjà programmé. À ce moment-là, qu'entend faire l'opposition congolaise? Je vais vous lire ici quelques extraits des décisions qui avaient déjà été prises sur ce qui a été discuté. Parce qu'on a le sentiment que dans cette affaire, on tourne en rond. Ce fameux problème des listes électorales, de maîtrise du corps électoral. Et ça remonte de très longtemps. Ça remonte, c'est depuis 2009, depuis la concertation. Je n'ai pris part à aucune concertation, mais depuis 2009, ça revient. Mais je prends ici ce qui a été décidé, ce qui a été abordé à Dolisie. Et qui me fait dire, je me demande s'il y a du sérieux à un moment dans ce que nous, les acteurs politiques, nous faisons. Il s'est agi à Dolisie de quoi? Il y a eu une commission qui était chargée d'examiner ce que l'on appelle la méthodologie de détermination du code électoral. Et cette commission était présidée par M. Antoine Evundu, secondé par Auguste Célestin Gogarankoua. Écoutez ce qui a été dit à cette occasion. La méthodologie proposée par l'administration, consistant à déterminer le code électoral au moyen d'une révision des listes électorales, n'est pas de nature à permettre une bonne mise à jour du fichier électoral. Deuxième point, l'organisation des élections apaisées, libres et transparentes, ainsi que la préservation de la paix sociale dépendent d'une bonne maîtrise du code électoral. Troisième point, lors de la concertation politique des Vaux en 2011, il avait été convenu d'organiser les élections législatives sur la base des listes électorales révisées compte tenu des délais impartis. Les scrutins à venir devant faire l'objet de recensement administratif. Vous voyez que tout ce qui est dit est clair. Avec l'approche, la méthodologie en passant par la révision des listes électorales, on ne peut pas régler le problème de la maîtrise du code électoral. C'est Antoine Evundu, le directeur général des affaires électorales, qui a présidé la commission. Et ils disent eux-mêmes que s'il n'y a pas cette maîtrise, on ne peut pas avoir des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Et vous voyez qu'en 2020, on revient pour dire il faut qu'on aille à la révision extraordinaire des listes électorales. De qui se moque-t-on?